Vous avez parfois l'impression de ne pas être à votre place, de ne pas être vraiment légitime dans ce que vous faites. On vous complimente, mais vous doutez. Vous vous dites que c'est de la chance ou que les autres se trompent sur vous. Alors vous en faites toujours plus, vous vous mettez la pression, avec cette peur qu'un jour on vous démasque, que quelqu'un découvre que vous n'êtes pas assez. Le pire, c'est que de l'extérieur, tout semble aller bien, mais à l'intérieur, le doute est toujours là. Dans cet épisode, on va parler de ce mécanisme qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je suis accompagnée d'Hélène, notre invitée de cet épisode, avec qui on va explorer ensemble d'où ça vient, comment ça se manifeste au quotidien, et surtout, comment commencer doucement à en sortir et reprendre confiance en soi. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, alors cet épisode est pour vous. Alors, bonjour Hélène, bienvenue sur le podcast Un pas vers soi. Merci d'être là. Merci à toi de m'accueillir, Swad. Je suis ravie d'être présente. Merci beaucoup. Écoute, moi aussi, je suis ravie de partager ce moment avec toi. Le sujet du syndrome de l'imposteur est très, très intéressant. J'ai pu l'explorer un petit peu de mon côté, mais je sais que toi, c'est ton domaine de prédilection, donc je suis curieuse, contente de découvrir un petit peu plus de détails sur ce sujet avec toi. Pour commencer, j'aimerais te poser une première question. Comment as-tu découvert le syndrome de l'imposteur dans ta propre vie? Déjà, une fois de plus, merci beaucoup, Swad, de me recevoir dans ton podcast. Je suis vraiment ravie d'être là pour parler du syndrome de l'imposteur. Donc, un sujet, voilà, comme tu as pu le comprendre, qui me tient vraiment à cœur. Alors, très bonne question. Donc, comment j'ai découvert le syndrome de l'imposteur? Si tu veux, quand j'ai commencé, alors déjà pour faire un petit récapitulatif, j'ai travaillé une dizaine d'années dans les ressources humaines. Donc, en tant que salarié, j'étais en société de conseil, donc dans tout ce qui est tech, donc informatique, nouvelles technologies. Et je Mhm. me suis lancée à mon compte en 2023. Et donc, pour pouvoir accompagner des personnes qui vivent des transitions professionnelles, qui ont besoin, voilà, d'accompagnement parce qu'ils se posent des questions, ils ont des doutes, ou des personnes qui sont en évolution pro et qui, voilà, qui ont besoin d'être accompagnées parce qu'ils rencontrent des difficultés, des peurs, des craintes, etc. Quand je me suis lancée à mon compte, au départ, j'avais pas forcément vocation à me spécialiser dans ce domaine. C'était assez général. Et puis, les premiers clients qui sont venus me voir, pour beaucoup, avaient cette problématique du syndrome de l'imposteur. Donc vraiment ce sentiment de ne pas se sentir légitime dans Mhm. leur poste, voilà, dans leur profession, dans leur activité, si c'était des indépendants. Et Ok. donc, c'est là où ça m'a fait aussi réfléchir, et c'est là où finalement on se rend compte que on attire aussi les clients qui nous ressemblent, parce que moi-même, si tu veux, dans mon parcours, j'ai souffert également du syndrome de l'imposteur, qui Mhm. remonte depuis l'enfance, hein, depuis vraiment très longtemps. Et en fait, j'en parlerai après dans l'épisode, mais comme c'est souvent un syndrome, un sentiment qui est installé depuis un moment, on vit avec d'une certaine façon depuis longtemps, voire depuis toujours, et on s'en rend même plus compte. Donc ça devient la norme en quelque sorte. Donc moi j'ai vraiment grandi, si tu veux, évolué avec ce syndrome au fil de mes expériences professionnelles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une expérience professionnelle plus tard qui m'a fait vraiment perdre complètement confiance en moi, jusqu'à m'entraîner vers un épuisement et un burn-out. Donc après, j'ai eu la chance, l'opportunité de changer d'entreprise, mais si tu veux, c'était trop tard. Donc cette dernière entreprise m'a redonné quand même une certaine confiance, et c'est ça qui m'a permis après de me lancer, de quitter le salariat et de me lancer à mon compte. Mhm. Mais du coup, voilà, finalement, en prenant ce recul, je me suis rendu compte que ce syndrome de l'imposteur faisait aussi partie de moi et m'avait aussi guidée vers là où je suis aujourd'hui, avec justement cet épuisement, ce burn-out, et qui fait aujourd'hui que j'accompagne des personnes qui vivent aussi ça. Donc voilà, c'est pour ça et comme ça que je me suis spécialisée autour de cette thématique. Ok.
Une question qui m'est venue lorsque tu étais en train de partager justement sur le syndrome de l'imposteur et comment tu l'as rencontré quelque part dans ta vie, c'est est-ce que tout le monde, quelque part, souffre plus ou moins du syndrome de l'imposteur? Est-ce que c'est quelque chose d'assez commun ou est-ce que c'est spécifique à une certaine catégorie de personnes? Alors, tout à fait. En fait, donc, pour donner un chiffre, on est 70% de la population à l'avoir ressenti au moins une fois, ce syndrome. Mhm. Donc, vraiment, 7 personnes sur 10, et on le ressent encore aujourd'hui beaucoup. Donc, en fait, ce syndrome, il est complètement normal. Et pour la plupart d'entre nous, c'est complètement normal de le ressentir, notamment face à une situation nouvelle, à de nouvelles responsabilités. Oui. C'est, si tu veux, c'est un mécanisme de protection, hein, du cerveau qui vient Mhm. justement nous alerter face à une situation nouvelle. Et c'est pour ça qu'on va ressentir de la peur, parce qu'on estime que qui dit nouveauté dit danger. Et donc, on Mhm. va justement ressentir ce syndrome. Donc D'accord. oui, quasiment tout le monde l'a au moins ressenti une fois ou le ressent régulièrement. Ok, c'est très intéressant. Et du coup, comment est-ce que toi, tu définirais de manière simple, on va dire, le syndrome de l'imposteur? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de définitions, plein de, je pense, de posts, etc., autour de cette thématique. Comment est-ce que toi, tu le définirais de manière simple? Alors, déjà, avant de juste de te répondre, je voulais revenir Mhm. sur ce terme syndrome, parce que c'est Oui. vrai que j'aime pas trop en fait ce terme de syndrome, hein, même si c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, parce Mhm. que c'est pas, voilà, c'est pas une maladie en soi. Moi, j'aime bien Oui. parler, j'avais entendu ça d'ailleurs dans un podcast de Grégory Pouy, qui a fait un épisode de podcast donc pour Vlan. Et donc, Mhm. il parle, lui, plus de phénomène, phénomène de l'imposteur ou complexe de Ok. l'imposteur. Donc D'accord. voilà, j'aime bien justement cette idée de voir ça de cette façon. Et Ok. donc, pour répondre à ta question, en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment la difficulté à connaître sa propre valeur. Donc, à Ok. connaître sa propre valeur, son identité, qui je Mhm. suis. Donc, en fait, c'est vraiment un manque de connaissance de soi. D'accord. Voilà, à reconnaître nos propres valeurs, quels sont nos besoins, qu'est-ce qui nous motive, nos forces, nos freins, notre vision aussi, quels sont nos objectifs. Ok. Donc voilà, vraiment cette notion en fait de connaissance de soi et d'identité. Et, Ouais. et aussi, on va laisser en fait l'extérieur définir notre propre valeur. Hmm. Donc en fait, ce sont les retours que l'on a des autres qui définissent qui je suis. Et Ok. si ce que je fais est bien ou si ce que je fais n'est pas bien. D'accord. Est-ce que c'est lié à l'estime de soi, quelque part? Complètement. Ouais. Complètement, parce qu'en fait, le fait d'avoir une mauvaise connaissance de soi et donc de sa valeur et de qui on est vraiment, ça Mhm. vient directement impacter l'estime de soi. Mhm. Et d'après toi, Hélène, quelles sont les idées reçues qu'il y a autour du syndrome de l'imposteur? Alors, des idées reçues, il peut y en avoir pas mal. Là, il y en a trois auxquelles je pense. C'est par exemple de dire que ça vient d'un manque de compétences. Alors, non. Le plus souvent, c'est l'inverse. C'est les Mhm. personnes qui en souffrent, ce sont les plus compétentes, et souvent elles sont plus compétentes que la moyenne, Mhm. mais ne l'intègrent pas intérieurement. Ok. Donc ça, c'est une première idée reçue. Une deuxième auquel je pense, c'est de dire d'avoir le syndrome de l'imposteur, c'est une faiblesse. Donc, Mhm. une fois de plus, pas du tout. C'est souvent un signe, au contraire, donc d'une grande exigence professionnelle ou personnelle, d'un sens aigu aussi des responsabilités. Il y a Mhm. vraiment ce souci de bien faire derrière, mais en fait, Oui, ces qualités, elles sont juste mal régulées. d'accord. Est-ce que les personnes qui ont une tendance à être perfectionnistes sont des personnes qui sont touchées par ce syndrome de l'imposteur ou phénomène de Mm. l'imposteur ou je ne sais plus comment? Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, complètement. Les personnes les plus touchées, ça va vraiment être les personnes qui sont perfectionnistes. Donc, ce perfectionnisme excessif qu'on retrouve envers soi, envers les autres. Ce syndrome, tu vois, de la bonne ou du bon élève. Donc, Mhm.
Donc oui, ça vient principalement toucher ces personnes-là. Ok, ouais, ça me parle. Donc on reviendra là-dessus après. Donc tu nous as défini deux idées reçues et il y en avait une troisième. Il y en a une troisième aussi qu'on peut entendre, c'est quand on progresse, le syndrome disparaît. Hmm. Alors, pas forcément. Donc, on peut monter en compétences, en responsabilité, en réussite, et Hmm. garder la même sensation d'illégitimité intérieure. Parce Ok. qu'en fait, c'est vraiment une perception de notre propre valeur, comme on a vu Oui. au-dessus. Mhm. Donc, c'est pas un reflet du niveau réel. Donc même si, comme tu dis, on progresse, admettons, on est dans une entreprise, on va grimper les échelons et on va avoir la reconnaissance peut-être extérieure de nos patrons. Même si on a la reconnaissance extérieure, qu'on est valorisé de l'extérieur, ça ne va pas venir faire un pansement, on va dire, sur la valeur qu'on ressent intérieurement ou qu'on se donne intérieurement. Et non, et j'ai même envie de dire, ça peut même accentuer. Ok, Pourquoi? Parce qu'en fait, intéressant. oui, en fait, on tombe, si tu veux, dans une dépendance au Mhm. regard de l'autre. Ouais. C'est qu'on est tellement pas, on ne se connaît tellement pas assez pour définir nous-mêmes notre propre valeur Mhm. que justement, on va passer systématiquement par le regard de l'autre. Ouais. Donc, on va savoir si c'était bien. Par exemple, je sais pas, je dois faire une présentation. La présentation est terminée. Donc, Mhm. je sais pas si ce que j'ai fait est bien ou pas. Dans ces Ok. cas-là, soit quelqu'un va spontanément me le dire et donc je vais être rassurée, Mhm. soit sinon, je vais être en panique en me disant, oh là là, on me dit rien. Donc là, on commence les interprétations. Alors, si on vient Mhm. pas me voir, ça veut dire que c'était vraiment pas terrible. On se remet en Oui. question, on remet en question qui on est, notre propre valeur, etc., etc. Donc, attention, en effet, à pas tomber dans cette dépendance et reprendre sa responsabilité, c'est extrêmement important. Oui, effectivement, c'est Mm. très intéressant. Donc, ce côté perfectionniste, donc tu nous as donné un des, on va dire, signes concrets, peut-être peut-être que le Mm. perfectionnisme fait partie des signes concrets qui nous permettent de nous reconnaître ou pas dans le syndrome de l'imposteur. Quels sont les autres signes qui nous permettent de reconnaître ce syndrome chez soi, justement? Alors, les autres signes, ça va être la comparaison. On se Mhm, compare beaucoup aux autres, donc ça c'est aussi un point qui revient souvent. mhm, Un autre signe, on ne s'autorise pas à l'erreur, on ne s'autorise pas à faire, à échouer. Donc ouais. voilà, parce que ça nous renvoie justement à notre entre guillemets incapacité. Donc il faut surtout pas faire d'erreur et surtout pas échouer. Mhm, On a également peur du regard des autres. Donc on est, comme je viens de l'expliquer, tellement dans cette dépendance aux autres que leur regard est extrêmement important et mhm, leur jugement aussi. Donc souvent, d'ailleurs, on se sent aussi, on a peur du jugement des autres, peur d'être jugé. On ne se sent pas à la hauteur. mhm. Donc ça, c'est aussi un signe qui peut revenir souvent, avec par exemple des phrases type je dois travailler dur pour y arriver. Oui. Donc souvent, ça, attention, parce que à force justement de se dire je dois travailler dur, il faut que je montre que j'en suis capable, que je suis à la hauteur, ça peut amener à des comportements d'épuisement. Enfin, Mhm. d'abord de stress chronique, puis d'épuisement, voire de burn-out. Donc, Ok. il faut être très vigilant à ça. Ou sinon, on peut entendre des phrases comme j'y arriverai jamais, donc je ne fais rien. Donc là, on est plus dans la procrastination. On va Mhm. fuir les situations qui pourraient justement nous confronter à cette peur de ne pas y arriver. Oui. Donc on va fuir, on n'y va pas, on peut se paralyser même, voire même dans une forme plus grave, arriver à une forme de dépression parce qu'on perd l'envie, le plaisir de faire les choses. Ouais, Mm, ça peut vraiment être aller très loin et effectivement la procrastination, c'est intéressant comme, comme sujet. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler à un autre moment. Je pense que ça pourrait faire le sujet d'un épisode de podcast à lui tout seul. mm, c'est clair. Dans les signes, on a dit le fait de chercher la perfection, d'être le bon élève, la bonne élève, de se comparer, peut-être systématiquement être dans la comparaison et chercher ce qui, comment dire, une comparaison qui fait qu'on va voir ce qui manque chez nous par rapport à l'autre.
C'est dans ce sens-là. On va pas se C'est dans ce sens-là. comparer face à une personne qui a peut-être plus de, enfin, qui a moins de compétences que nous ou qui a moins de Voilà. capacités que nous. C'est Ça va plutôt. être se comparer à des collègues en se disant, ah bah tiens, lui, il y arrive mieux que moi, ou tiens, sa Mhm. présentation, elle était meilleure, ou ah bah de toute façon, il est meilleur que moi dans ce domaine, donc Mhm. c'est normal qu'il soit augmenté à la fin de l'année. Enfin voilà, des choses comme Ouais. ça. Ok, ouais, très intéressant. Et tu as parlé de peur de l'échec. Mm. Est-ce que il y a aussi pour une personne qui rencontre ce syndrome de l'imposteur ou qui en souffre, est-ce que c'est possible qu'il y ait une peur du succès en fait, au contraire? Ou est-ce que c'est plutôt échec? C'est très intéressant ta question. Tout à fait. Ça peut vraiment aller dans les deux sens. À la Mhm. fois la peur d'échouer, mais aussi la peur de réussir. Mhm. Et en fait, les mécanismes sont les mêmes. C'est que, il y a, en fait, derrière, ce sont des mécanismes d'auto-sabotage. Donc, par justement la peur de réussir, on va aussi s'empêcher, justement, peut-être d'atteindre cet objectif en se créant, justement, ses propres blocages. Donc, tout à fait, oui. Ouais, ouais, ça va vraiment dans les deux sens. Ok, ouais, c'est très intéressant aussi et je pense que en fait, chaque signe que tu nous as partagé Mm. pourrait faire vraiment, on pourrait aller dans le détail de chaque signe parce que c'est très intéressant et je pense que c'est possible à d'autres occasions, mais là, on va vraiment rester concentré sur le syndrome de l'imposteur et faire en sorte que ce soit assez clair pour les personnes qui nous écoutent et que ça leur Oui. permette aussi de trouver peut-être des solutions, avoir des petites astuces pratiques qu'elles pourraient mettre en place pour se sentir mieux en fait face, face à ce syndrome de l'imposteur. Mais c'est vraiment juste ce que tu dis, c'est que en fait derrière le syndrome de l'imposteur, c'est difficile de savoir ce qui s'y cache. Mhm. Et en fait, il y a énormément de choses, comme on peut le Oui. voir avec ces différents signes. Mhm. Et encore, c'est une partie, voilà, on va dire les principaux. Oui. Mais c'est ça, on ne sait pas trop en fait ce qui se cache derrière le syndrome de l'imposteur. Et en fait, Mhm. comme tu dis, chaque signe peut faire l'objet en soi vraiment d'un épisode de podcast. Oui. Puis c'est lié aussi à, et si on parle de vie émotionnelle, généralement, c'est des personnes qui vont peut-être souffrir d'anxiété, d'angoisse, qui vont être plus stressées que d'autres personnes qui peut-être n'ont pas forcément besoin justement Mm. d'être rassurées par le regard de l'autre ou et qui ne sont pas forcément touchées par les jugements des autres. Oui, 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 c'est ça. Ça vient toucher aussi une certaine sensibilité. Et en effet, des personnes qui vont être vraiment plus sensibles aux autres, comme on l'a vu, hein, au regard des autres. Donc, du coup, ça vient aussi toucher des personnes qui vont être plus sensibles à ça. Et donc, en effet, des personnes qui vont être plus dans des mécanismes aussi de stress chronique, d'anxiété, etc. Ouais. Oui. Ok, ouais. On parle, enfin, en tout cas, moi, j'entends pas mal quand on parle de syndrome de l'imposteur, du fait d'être légitime ou de ne pas être légitime. Et que généralement, pour les personnes justement qui souffrent du syndrome de l'imposteur, il y a ce sentiment de ne pas être légitime, de ne pas être à sa place ou enfin, pas être à sa place non plus, plus précisément que, par exemple, tout à l'heure, tu as dit si on grimpe les échelons, si on est reconnu peut-être dans son milieu professionnel ou même personnel, si on reçoit des compliments, Mm. des personnes qui sont dans notre entourage, peut-être avoir cette impression que peut-être ils exagèrent un petit peu ou ils nous caressent dans le sens du poil, qui nous Mm. dit ça parce que, voilà, pour ne pas nous froisser ou des choses comme ça. Oui. Tout à fait. C'est d'ailleurs oui, oui, le compliment est très compliqué pour les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur. Ce sentiment de ne pas se sentir légitime, donc comme j'ai pu le dire au début, c'est vraiment tout d'abord lié à un manque de connaissance de soi. En Mhm. fait, il y a des études qui sont sorties mettant en avant le fait que ce sont les femmes qui vont être le plus impactées par le syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est vrai en lien avec notre mode de vie aujourd'hui. Mais moi, par exemple, dans mes accompagnements, et c'est là où c'est intéressant, c'est que je vais avoir autant d'hommes que de femmes. Mhm. Donc, parce que en fait, les femmes vont plus facilement aussi l'exprimer, exprimer leur mal-être, leur souffrance, surtout dans un collectif, alors que les hommes vont avoir plus de difficultés à s'exprimer bah, au sein d'un groupe, par exemple en entreprise. Mais par Mhm. contre, individuellement, bah, c'est là où ils viennent voir demander de l'aide au niveau individuel. Ok.
Parce que en fait, ce manque de connaissance de soi, il concerne finalement beaucoup de personnes, aussi bien hommes que femmes. Mhm. Des personnes qui n'ont pas appris en fait à se connaître, car justement ils ont trop attendu que ça vienne de l'extérieur. Et aussi notre société nous pousse à ça depuis toujours. Quand on est à l'école, c'est dès notre plus jeune âge en fait, il faut être le meilleur. Il Mhm. faut avoir une moyenne de 18 sur 20. On nous compare entre élèves. Il y a un classement qui est fait. Il y a un système de notation. Et puis il faut répondre aux attentes de notre professeur. Et Mhm. c'est parce qu'on a justement des bonnes notes, qu'on nous dit que c'est bien, que, ah bah tiens, ce que j'ai fait, c'est bien. Donc en Mhm. fait, on ne nous apprend pas à nous connaître. Et Mhm. après, ce mécanisme, on le retrouve en entreprise. En entreprise, on fait notre travail, mais c'est parce qu'on a eu la promotion ou parce qu'on a eu tel retour de notre manager que l'on sait que notre travail est bien fait. Mais Mhm. est-ce que ça nous apprend, nous, à savoir si ce qu'on fait est bien? Malheureusement, non. Oui. Donc, ce sentiment d'illégitimité vient vraiment de ce manque de connaissance de soi. C'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus. Oui. Et ce manque de connaissance de soi, il a un impact direct sur l'estime de soi. C'est parce Mhm. que, en fait, on se connaît mal aussi qu'on a une estime de soi qui est faible. On ne Mhm. connaît pas ce qui, voilà, nos forces, ce qui nous motive, ce qui nous freine. C'est très difficile. Oui, tout à Donc fait. voilà, on va retrouver vraiment ça, vraiment principalement. Et ensuite, on en a parlé, c'est vraiment les profils perfectionnistes. Voilà, ce syndrome du bon, de la bonne élève. Ce côté aussi où il faut absolument être productif. Donc Oui. voilà, je suis dans cette production à tout prix. Si je suis pas productif, c'est mal vu. Je Mhm. me juge moi-même parce que, en fait, pareil, on est dans une société, on nous a toujours appris qu'il fallait produire, 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 sinon c'était mal vu. Mhm. Même le fait de se reposer, en fait, Oui. est mal perçu. Mhm. Donc voilà, c'est des personnes qui vont être beaucoup dans ces mécanismes-là, et aussi Oui. beaucoup dans un mécanisme de contrôle, donc d'eux-mêmes, des autres. Et c'est pour ça que derrière, on retrouve de l'épuisement ou au contraire, voilà, de la fuite. Donc là, c'est plus de la procrastination. Ok. Ça me fait penser au fait, comme tu dis, la société nous pousse à produire sans cesse, à nous comparer avec les systèmes de notation. Mm, Notamment pour voilà dès le jeune âge en fait on est conditionné à se comparer et à voir le bon élève, le mauvais élève, le premier, le dernier de la classe, etc. Et en fait on est dès le jeune âge on est conditionné à faire mm, en fait beaucoup. Donc on lien avec ce que tu disais par rapport au fait de se connaître. Donc on est beaucoup dans le faire. On nous apprend à faire des choses, mais on ne nous apprend pas à être. mm, tout à fait. Et c'est ça qui, en tout cas, fait écho quand tu me dis le fait de se connaître, c'est important pour se sentir aussi légitime, pour avoir plus renforcé l'estime de soi. Mm, C'est qu'on on nous apprend pas à être, mm, à s'arrêter et mm. juste peut-être faire un petit voilà un coup de projecteur sur soi pour se découvrir, explorer son intériorité en fait et être simplement quoi. Mm. Oui, exactement. J'aime bien avoir des astuces, des outils concrets Mm. pour partager avec les personnes qui nous écoutent et qui souffriraient de ce syndrome. Qu'est-ce que tu pourrais proposer comme premières étapes pour commencer à sortir de ce schéma? Parce qu'on peut le voir aussi comme un schéma, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, comme première étape, c'est tout d'abord vraiment de le reconnaître et de l'accepter, ce syndrome. Donc, ça Mhm. fait peut-être un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment la clé. C'est déjà Oui. le reconnaître, Mhm. voilà, le ressentir en fait hein, quand il arrive. Oui. Il faut savoir que le syndrome de l'imposteur, c'est une émotion. Enfin, derrière le syndrome de l'imposteur, l'émotion qui s'y trouve, c'est la peur. Oui. Donc voilà, c'est reconnaître comme on reconnaîtrait une émotion bah, désagréable Mhm. et ensuite l'accepter. L'accepter parce que en fait ce syndrome, il fait vraiment partie de nous. Comme je l'ai dit au tout début, c'est un mécanisme de protection de notre cerveau face à une Mhm. situation nouvelle, face à de nouvelles responsabilités, quand on sort en fait de notre zone de confort. Donc en fait, c'est complètement humain de le ressentir. Et c'est même sympa de la part de notre cerveau, du coup, parce qu'il veut nous protéger. Oui. Donc, plutôt chouette. Effectivement, on pourrait le voir comme ça de manière Ouais. positive. Exactement. Tout à fait. Et puis, il faut pas oublier aussi que ce syndrome, il nous est utile.
En fait, on Mhm. en a besoin. Et ça, on a Oui. tendance à l'oublier. On en a besoin parce qu'en fait, c'est lui qui nous pousse justement à vouloir progresser, à Mhm. vouloir sortir de notre zone de confort. Comme on veut progresser, on va apprendre de nouvelles choses sur de nouveaux sujets, on va être curieux, on va s'intéresser voilà, à plein d'autres choses. Donc en fait, il ne faut pas oublier aussi à quoi il nous sert. Donc c'est pour ça que l'acceptation, en fait, passe par tout ça et par, comme tu viens de le dire, de le voir autrement, avec un autre point de vue. Mhm. Donc ça, c'est une première chose. Mhm. Deuxième chose, c'est vraiment l'action, 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 c'est y aller. En fait, il faut pas attendre d'avoir confiance en nous, une bonne estime de nous-mêmes pour passer à l'action ou pour réaliser peut-être voilà ce premier pas qu'on n'ose pas faire. Mais c'est Mhm. l'inverse. C'est en fait en passant à l'action, en y allant, même si c'est très inconfortable, que vous allez avoir justement ce sentiment après de fierté, de satisfaction qui va Mhm. renforcer l'estime de vous-même, la confiance en vous. Voilà, donc c'est vraiment le passage à l'action. Et en fait, plus vous allez le faire, plus vous allez le répéter, plus Mhm. ce sera facile. Et donc, il faut vraiment y aller et puis pas hésiter, voilà, à répéter, parce que c'est là aussi où notre cerveau va s'y habituer et se rendre compte en fait qu'il n'y a plus de danger, plus de menaces, parce que Mhm. l'expérience montre que finalement, on est toujours là, on est toujours vivant, on s'en sort bien. Mhm. Et voilà, et ça va venir rassurer notre cerveau et on le sentira de moins en moins, ce syndrome. Mhm. Voilà. Et j'avais Ouais. envie aussi, j'en profite parce que moi j'aime beaucoup justement, comme je parle d'action, j'aime beaucoup proposer des actions concrètes, Ouais. notamment aux auditeurs qui nous écoutent. Et j'ai envie de proposer en fait là, dès maintenant, bloquez-vous 15 minutes dans votre agenda. Mhm. Donc ça peut être 15 minutes le matin, le midi ou le soir avant de se coucher, enfin vraiment ce qui est le plus pratique pour vous. Mais en Mhm. tout cas, voilà, bloquez-vous ces 15 minutes. Et pendant un quart d'heure chaque jour, notez au moins une fierté Mhm. de votre journée. Donc ça peut être une petite fierté, pas forcément quelque chose incroyable, mais par exemple avoir dit non à quelque chose qui nous convenait pas, ou à l'inverse Oui. avoir dit oui à quelque chose qui nous a fait du bien. Ça peut être avoir marché 10 minutes, Mhm. avoir laissé passer une remarque sans se laisser atteindre. Enfin voilà, des petites fiertés. Mhm. Donc, toujours pour habituer justement notre cerveau à être fier en fait de nous, fier de ce que on a pu faire et réaliser. Et après d'avoir noté votre fierté du jour, je vous propose aussi de travailler sur vos pensées limitantes. Mhm. Donc ça va aussi vous aider pour dépasser ce syndrome de l'imposteur. C'est de noter chaque jour les pensées que vous avez eues dans votre journée voilà, qui ont pu être négatives, en tout cas désagréables, limitantes, et les remplacer par des pensées alternatives qui vont être davantage aidantes. Mhm. Donc je vais vous donner des exemples. Ça peut être, je ne me sens pas légitime pour contacter ce prospect. Admettons, Ouais. si vous êtes voilà, Si entrepreneur. c'est un indépendant. Ouais. Mhm. Voilà, exactement. Donc la pensée alternative aidante qu'on pourrait trouver, c'est je n'ai pas besoin d'être parfait pour proposer mon aide. Je vais juste Mhm. voir si ce que je propose peut correspondre à ses besoins. Ouais. Voilà. Donc ce que ça permet de faire derrière, c'est envoyer un message simple, j'ai pensé à Mhm. vous pour nanana, et Oui. proposer en fait un échange. Oui. Voilà, c'est vraiment toujours voir ce petit pas qu'on peut faire. Et Mhm. derrière une pensée alternative aidante, c'est vraiment aussi cette mise en action. Donc ça doit nous Oui. aider quand même à mettre en place justement ce premier petit pas. Ok. Donc ça, c'est un peu du recadrage, en fait. De recadrer. C'est un peu Oui. de la PNL, ça. C'est Ouais. ça, exactement. C'est de Mm. la PNL, tout à fait. Ouais. Donc, Ok, cool. un autre exemple pour, par exemple, quelqu'un qui est en salariat, ça peut être, j'ai pas assez d'expérience pour proposer cet atelier ou prendre la parole sur ce sujet. Mhm. Donc, Mhm. la pensée alternative, ça pourrait être, j'ai déjà travaillé sur ce sujet et j'ai eu des retours positifs. Je peux Mhm. commencer avec une petite version et l'améliorer ensuite. En effet, oui. Voilà. Oui, Donc effectivement. ça permet derrière de créer une première version pilote, fixer une Mhm. date peut-être, et commencer avec un petit groupe de collègues, par exemple. Donc commencer à Ouais. 4 ou à 5 personnes pour être à l'aise, et après faire grandir le groupe plus tard. Ok. Ouais, c'est des très bons exemples, je pense, qui pourraient servir top. Mm.
Merci pour ce partage. Je repense à la toute première recommandation que tu donnes, l'acceptation. Donc, tu avais dit que c'était bateau, entre guillemets, mais je pense Mm. que ça ne l'est pas en fait, parce que le mot paraît simple, accepter, mais en réalité, on le comprend mentalement, on sait ce que ça veut dire, accepter, c'est la définition du mot. Mais pour l'appliquer au quotidien et vraiment prendre conscience de des moments où on va s'auto-flageller et accepter que ce syndrome fait partie de notre expérience, Mm. c'est pas si évident que ça en fait. Ça vient pas en un claquement de doigts, ça c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, je pense. Ouais. Ouais, ouais, Mm. complètement. Quelque chose qui s'apprend et pour accepter, c'est vraiment voir cette situation autrement. Au lieu de le voir Mhm. comme un ennemi à abattre, c'est vraiment de se dire, OK, il fait partie de moi, comment je peux m'en servir pour que ça devienne un allié, justement. Oui, tout à fait. C'est comme pour les émotions finalement auxquelles on va donner une couleur positive ou négative, aller vers ou chercher forcément les émotions qui sont positives et puis fuir les émotions qui ne le sont pas, ou en tout cas celles qu'on définit comme étant positives ou négatives. Mm. Et en fait, Ouais. les émotions, c'est pareil quelque part, les émotions qu'on définit comme étant négatives, c'est un petit peu nos ennemis, entre guillemets, et plus on va les accepter comme étant des messagères, plutôt qu'ils sont là pour nous donner une indication sur un besoin, quelque chose d'important pour nous qui n'est pas nourri. Ouais. Et quand on la prend comme une amie plutôt qu'une ennemie, on en fait une alliée et on arrive à avancer avec que essayer de résister ou aller contre, en fait, parce que c'est fatigant, c'est épuisant Mm. et finalement on n'en sort pas plus fort Mm. ou évolué. Et ça revient même encore plus fort vers nous, justement. Et pareil pour le syndrome de l'imposteur, hein, les peurs, les blocages. Si on veut à tout prix le repousser, ça va revenir en fait de plus belle, voire même plus fort. Donc en effet, après, c'est épuisant. Très intéressant. Et par rapport aux actions aussi, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que pour les personnes généralement qu'on qualifie de perfectionnistes, c'est des personnes qui vont, quand elles se lancent par exemple dans un projet, une pensée particulière aux personnes qui sont entrepreneuses et qui vont avoir des projets de lancement, je sais pas, d'un nouveau service ou d'un nouveau produit, peu importe, et qui vont chercher vraiment à avoir un produit ou un service qui est fini à la perfection pour le lancer et en fait qui vont énormément se mettre des freins, des limites pour lancer justement leur offre de produits ou de services. Au lieu de se dire, ils vont bloquer, au lieu plutôt d'aller vers l'action, en fait, se mettre en action, de se dire, OK, bon, peut-être que mon produit aujourd'hui il n'est pas parfait comme je l'entends moi, parce que la perfection c'est discutable. Mm. Mais peut-être que je peux partir déjà de ça et puis voir déjà qu'est-ce que j'ai comme feedback des personnes qui m'entourent et améliorer. Parce que c'est de l'amélioration continue. Et si on part du principe que tout de suite on va être sur la perfection, en fait, on Mm. n'y arrivera jamais, quoi. Exactement. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que là, tu vois, ça me donne envie de poser justement cette question aux auditeurs, aux auditrices, en leur posant cette question de est-ce que là, aujourd'hui, justement, il y a quelque chose de cet exemple-là que tu viens de donner, Swad, que vous n'osez pas faire ou qui vous freine au quotidien, vous sentez que voilà, vous passez beaucoup de temps avant de lancer ce projet ou, je sais pas, si vous êtes indépendant, écrire ce post pour les réseaux sociaux. Mhm. Et donc, Oui, ça doit parler à beaucoup de personnes, ça, je pense. je pense aussi. Et en fait, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, le mental reprend toujours le dessus. Donc, Mhm. c'est revenir vraiment à l'action. C'est de se dire, voilà, là, en fait, j'y vais, je me lance. Et même si c'est terrible pour nous, parce que on n'ose pas justement se lancer dans l'action tant que ce n'est pas parfait. Mais Oui. en fait, en gros, j'ai envie de vous dire, forcez-vous à le faire. Parce que Mhm. vous allez essayer, voilà, la première fois, ça va être terrible. La deuxième fois, ça ira déjà un petit peu mieux. La troisième fois, ça ira encore mieux. Et en fait, c'est Mhm. vraiment cet exercice d'habituer en fait notre cerveau à la non-perfection, j'ai envie de dire. Oui. Et c'est des schémas à déconstruire. Parce que Oui. souvent, c'est des schémas dans lesquels on est depuis voilà, des années, des années, des années. Donc c'est normal que ce soit difficile et ça va pas partir du jour au lendemain. Mais il faut commencer à déconstruire petit à petit. Et Oui. comme tout ce qui est de l'ordre de la voilà, déconstruction, entre guillemets, eh ben, ça peut être un petit peu délicat et douloureux au départ. Mais après, voilà, la fierté qu'on ressent et le mieux-être
que l'on ressent, ça en vaut vraiment la peine. Je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, si, enfin, moi, je suis preneuse des retours, si certains, voilà, ont osé là aujourd'hui se lancer justement sur une action sur laquelle, par exemple, ils procrastinent depuis longtemps. Preneuse des Mhm. retours, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'action en question. Oui, effectivement, je vous encourage à le faire, en effet, oui. Une question me revient quand même assez souvent par rapport à ce syndrome de l'imposteur, c'est comment est-ce qu'on peut faire la différence entre humilité et ce sentiment d'être un imposteur, en fait? Hmm. Ta question est vraiment très intéressante. J'aime beaucoup cette question. Alors, la différence, c'est que l'humilité, c'est la conscience lucide de ce qu'on Mhm. sait faire et de ce qu'on ne sait pas encore faire. Mhm. Ok, oui. Le sentiment d'imposture, c'est l'incapacité à reconnaître ce qu'on fait déjà bien. Oui, oui. Donc voilà, en gros, l'humilité, tu as vraiment cette ouverture. Mhm. Elle permet d'apprendre, de se remettre en question, tout en reconnaissant ses forces. Oui, Et à l'inverse, le sentiment d'imposture, lui, il vient vraiment enfermer. Il oui. fait croire qu'on ne mérite pas sa place, qu'on trompe les autres ou qu'on doit prouver en permanence d'être légitime. Mhm. Mhm. Et en fait, une fois qu'il y a cette conscience lucide, le Mhm. syndrome de l'imposteur peut aider à l'humilité. J'ai Mhm. un exemple comme ça d'un ami qui est coach, qui lui, aujourd'hui, a vraiment fait la paix avec son syndrome de l'imposteur. Donc, il en a Mhm. vraiment fait un allié. Et il me disait l'autre jour, heureusement que je ressens ce syndrome, bah, voilà, dès que je dois faire un projet nouveau. Parce que Oui, si je ne l'avais pas aujourd'hui, ce sentiment d'imposture, je pense que j'arriverais avec un sentiment un petit peu de surpuissance. oui, oui. Et Mhm. donc, je trouvais ça vraiment très intéressant d'avoir ce retour-là, parce qu'en effet, ça lui évite justement d'être dans cette surpuissance, voire même dans une sorte de manipulation. Et Mhm. ça lui permet de garder cette humilité. Et en Oui, fait, la différence, c'est qu'il en a conscience. Et en fait, c'est une aide aujourd'hui, ce sentiment d'imposture, et ce n'est plus subi, en fait. C'est vraiment oui. ça la différence, ouais. Ok. En fait, une fois que le sentiment d'imposture, il est mis en lumière et que on en fait un allié, Oui. est-ce qu'on continue à utiliser ce terme? Moi, je le trouve en fait assez fort, ce terme-là. Je Mm, trouve qu'il est très impactant, mm, péjoratif. mm. Ok, est-ce qu'il y a un terme peut-être plus doux, si je peux dire ça comme ça, qui permet de le définir d'une autre manière une fois qu'on en fait un allié? Est-ce que on peut à ce moment-là parler d'humilité, justement, ou pas encore? Alors oui, tout à fait. En fait, à partir du moment où, là, si je prends l'exemple de cet ami collègue, à partir du moment où il en a fait un allié, c'est devenu, si tu veux, un gage pour lui d'humilité. Parce qu'en Mhm, fait, ce syndrome de l'imposteur, il le vit de manière saine aujourd'hui, dans le mhm, sens où ça lui permet vraiment de rester à sa place. Donc là, en tant que coach mental, en l'occurrence, ça lui ouais. permet de rester à sa place, d'avoir toujours, quand c'est une situation nouvelle, toujours cette petite peur, en fait, mais qui n'est plus Mhm, paralysante, en fait. C'est une oui. peur qui est plus, bah voilà, la peur un petit peu de l'excitation, l'adrénaline, quand quelque chose est nouveau, mais ça va pas Mhm, venir le paralyser, le bloquer comme ça peut arriver si ce syndrome voilà, prend trop de place ou trop d'espace. Et donc voilà, ça lui permet vraiment d'être aligné par rapport à cette valeur d'humilité et en même temps à avoir aussi toujours cet équilibre entre confiance en soi, mais aussi bah, toujours la petite incertitude qui est là, mais qui ouais. vient plus le challenger finalement. C'est comme un petit défi. Oui, oui, en effet. Et on revient par là aussi à ce que tu disais au début qui est important, c'est l'importance en fait de se connaître soi-même, donc Mm. de connaître justement ses forces, savoir reconnaître ses limites. Et ça passe par se connaître soi-même pour pouvoir justement faire de ce syndrome de l'imposteur plutôt un allié, comme tu dis, que quelque chose qui nous limite, qui nous freine au Ouais. quotidien. Mm. Complètement, ça, voilà, une fois de plus, ça passe vraiment par la connaissance de soi avant toute chose.
C'est vraiment la Mhm. clé. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin, parce que c'est pas évident hein, de faire ce travail de connaissance de soi quand on est seul, de connaître justement ses forces, de faire un travail sur ses besoins, ses Mhm. motivations aujourd'hui, ses valeurs aussi, quelles sont les valeurs qui constituent en quelque sorte notre socle. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie au quotidien? Qu'est-ce qui m'en prend? Qu'est-ce qui me Oui, freine? Donc, c'est vraiment un travail introspectif à faire avec, important, oui. voilà, très important, avec toujours aussi cette part d'action associée. C'est Mhm. que, OK, mes forces aujourd'hui, est-ce que, une fois que je les ai identifiées, est-ce que je les retrouve, par exemple, est-ce que j'arrive à les exploiter dans mon environnement de travail? Oui, Si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour les exploiter et capitaliser dessus? Voilà, oui, donc en fait, il y a toujours voilà, cette notion aussi d'action associée oui. qui est important à faire. Et ce Mhm. travail de connaissance de soi, finalement, il est à faire même plusieurs fois en fait dans nos vies, dès qu'on vit des changements, des transitions. Voilà, mon identité n'est pas la même là aujourd'hui à 35 ans que à l'époque quand j'en avais 20, que quand j'en aurai 50. Donc Oui, c'est un travail ouais, à faire plusieurs fois dans une vie. oui, tout à fait. C'est un travail de tous les jours finalement. Mm. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok. Quel message est-ce que tu aimerais transmettre à toutes les personnes qui peuvent se sentir pas assez, comme tu l'as dit au début, peut-être pas à la hauteur, pas assez ci, pas assez ça, pour faire quelque chose? Ouais. Alors, du coup, j'ai trois points essentiels. Je vais me répéter un petit peu, mais c'est bien, c'est important pour Oui, ancrer. la répétition fixe la notion. Oui, exactement, c'est ça. Donc, le premier point, c'est tout d'abord dédramatiser. Donc, voilà, Mhm, comme on l'a vu, ce syndrome de l'imposteur, il est complètement normal. On est 70% de la population à l'avoir ressenti et le ressentir, voilà, quand on est face à des situations nouvelles. C'est un mécanisme de protection du cerveau, donc on dédramatise. Ça, mhm, c'est le premier point. Deuxième point aussi à ne pas oublier, c'est qu'on en a besoin. Ce syndrome de l'imposteur, il nous est utile parce que oui, c'est lui qui nous fait progresser, c'est lui qui nous fait évoluer, c'est lui qui nous sort de notre zone de confort. mhm, Et parce qu'on sort de notre zone de confort, on a peur. Et c'est parce que aussi on a peur qu'on ressent donc ce syndrome de l'imposteur, et ça veut dire que vous êtes en train justement d'accéder à votre zone de croissance. Donc mhm. ça, c'est vraiment très positif et c'est à garder en tête. Oui, Voilà, donc ça c'était le deuxième point. Et le mhm. troisième point, c'est l'action, l'action, l'action. Oui. Donc voilà, donc c'est vraiment le passage à l'action qui est primordial. Donc c'est pour ça, là, comme je vous ai tout à l'heure, réfléchissez à une action que vous n'osez pas faire en ce moment, comme par exemple prendre la parole en réunion ou Mhm, contacter un prospect ou faire un feedback à un collègue. Et dès maintenant, sans réfléchir, passez à l'action. mhm, Vous prenez voilà, une feuille, un stylo, vous notez votre plan d'action, votre premier petit pas là, que vous allez pouvoir enclencher pour passer à l'action, sans mhm. attendre que le mental reprenne le dessus. Et essayez de le voir comme un jeu en fait. C'est vraiment comme un Oui. jeu en se disant, OK, là je sens que j'ose pas, que j'ai envie de le faire, mais j'ose pas, ou en tout cas ça me ferait du bien de le faire. Eh ben, allez, je me lance, on compte trois fois dans sa tête, un, deux, trois, et hop, on y On va, y va. et on se lance. Voilà. Et puis, Ok. pas oublier que c'est un entraînement du cerveau. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez répéter cette action, ces actions, plus ça Mhm. sera facile. Donc, c'est comme Oui, quand on apprend une langue étrangère, c'est comme quand on apprend un nouvel instrument de musique. C'est difficile au début, mais plus on répète, plus on s'entraîne, plus ça devient facile. tout à fait. Oui, très important. L'action, comme tu dis, c'est très, Mm. très important. Sachant que certaines personnes peuvent croire que, ça m'est déjà arrivé, hein, des personnes que j'accompagne qui viennent me voir et qui viennent plusieurs séances et qui, au début, en fait, sont dans une certaine souffrance et qui cherchent vraiment un moyen de s'en sortir, qui peuvent aussi hein, souffrir du syndrome de l'imposteur, mais qui vont au départ avoir besoin d'une solution, quelque chose de très très rapide. Tu sais, un petit peu, je claque des doigts et hop, je m'en sors, je ne stresse plus, je ne fais plus de crise d'angoisse, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis petit à petit, en fait, ils apprennent, pour ceux en tout cas qui ont le courage, parce que je pense que c'est important, qu'en fait, la croissance, ça demande un engagement, ça demande du temps, plus ou moins de temps, selon les personnes, selon le temps qu'elles veulent aussi y donner, les efforts qu'elles veulent
mettre en place, progresser. C'est pas une baguette magique, ça prend du temps. Voilà. Oui. Oui, oui, ça prend du temps et c'est exactement ça, c'est de le voir vraiment comme un investissement. Pour donner une idée, moi, de ce que j'observe, en tout cas dans mes accompagnements, alors après, Mhm. c'est très différent, ça dépend vraiment de la personne accompagnée, de là où elle en est dans son cheminement. Mais en tout Oui. cas, si on doit faire une moyenne, moi, ce que j'observe, c'est que les premiers déclics et les premières prises de conscience, quand on doit comme ça déconstruire des schémas qui sont ancrés depuis des années, je Mhm. l'observe souvent autour de la quatrième, cinquième séance. Mhm. Donc, c'est pour ça que souvent, enfin, moi, je propose des accompagnements qui vont entre 8 et 10 séances, parce que c'est Ok. voilà, souvent au moment de la quatrième, cinquième que viennent justement, que s'opèrent ces premiers changements, ces premiers Oui. déclics. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de continuer derrière pour vraiment continuer ce travail d'introspection par rapport à voilà, ces premiers déclics qui ont lieu. En effet, ça prend un certain temps et tu fais bien de le mentionner. Et d'ailleurs, les accompagnements que tu proposes, c'est quoi dans ce cadre-là? Alors, donc moi je propose des accompagnements donc à la fois donc en coaching, donc ça va être Mhm. vraiment donc coaching PNL, donc la Mhm. programmation neurolinguistique. On en parlait un petit peu Oui, tout à l'heure, donc le fait oui. justement de voir les situations autrement, avec un autre Mhm. point de vue. Donc c'est une forme, c'est vraiment une reprogrammation, on va dire, du cerveau, un état vraiment de conscience modifié. Et donc, en PNL, donc là, j'accompagne vraiment les personnes qui vont avoir ces freins, ces blocages, ces doutes liés au syndrome de l'imposteur, hein, quand ils doivent, par exemple, ça peut être quand ils changent, par exemple, une évolution professionnelle, ils deviennent Mhm. managers, donc voilà, le sentiment d'illégitimité qui revient. Ça peut être quand ils recherchent un nouvel emploi ou, par exemple, quelqu'un qui va se reconvertir. Donc là, on va vraiment travailler la première partie, on va travailler essentiellement sur les freins, les peurs, les blocages. Donc Mhm. en utilisant justement tous ces protocoles de PNL qui sont très efficaces. Et en deuxième partie, là, on va travailler vraiment la connaissance de soi. Donc cette Mhm. fameuse connaissance de soi, on va venir vraiment travailler voilà, sur mon identité, mes forces, mes besoins, quelle est ma vision, comment je me projette, qu'est-ce qui va venir justement drainer mon énergie ou à l'inverse, qu'est-ce qui m'en donne. Donc voilà, vraiment sous cette notion d'identité. Ensuite, je propose aussi des bilans de compétences. Donc là, pour les personnes qui ont besoin justement d'y voir plus clair dans leur projet professionnel ou qui se posent des questions en ce Ouais. moment. Donc toujours avec cette petite touche syndrome de l'imposteur, bien sûr, parce Oui. que voilà, une fois qu'on a fait tout ce travail de projection professionnelle et que la personne sait où elle va, donc Mhm. c'est super, bien sûr, mais encore faut-il après arriver à passer à l'action, à oser y Mhm. aller et à mettre en place ce nouveau projet professionnel. Puis après, je propose aussi Ok. des ateliers collectifs autour toujours du syndrome de l'imposteur, de la connaissance de soi. Je me suis aussi certifiée autour du disque, des forces motrices, donc tout ce Mhm. qui est tendance comportementale, motivation profonde. Donc ça, Ok. pareil, voilà, on est toujours sur ce travail de connaissance de soi voilà, qui est super important. Oui, je mettrai dans la barre de description tes réseaux et puis ton site internet. Comme ça, les personnes qui sont curieuses pourront aller voir plus de détails sur ce que tu proposes. Mhm. Avec plaisir, merci. Super. Cet échange est vraiment très instructif et très intéressant et je pense que on a touché, je dirais à peu près, enfin peut-être pas la surface, mais, mais on pourrait plonger beaucoup plus en détail dans les différentes notions qu'on a abordées et Je ce pourrais sera en un parler plaisir. pendant des heures, hein, donc C'est clair, oui, oui, je pense qu'on pourrait y passer vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Mais oui. c'est déjà, je pense, une première approche qui est intéressante sur ce syndrome. Mm, Et je pense qu'on pourra y revenir plus tard sur d'autres épisodes, avec plaisir, en tout cas pour moi, sur des détails sur d'autres notions. mm. Merci beaucoup pour tous ces partages. Avec Et plaisir. avant de clôturer notre épisode, si tu pouvais donner un dernier conseil, quelque chose de vraiment très important pour toi par rapport à ce syndrome de l'imposteur avec lequel les personnes pourraient repartir de cet épisode, ce serait quoi? Alors, ça serait de ne plus le rejeter. Donc Oui. vraiment de ne pas en faire un ennemi, mais Mhm. vraiment de le voir comme un petit compagnon de vie, hein, un petit compagnon de route
qui est Oui. là de temps en temps. Donc parfois, il est Mhm. un peu relou, mais Mhm. voilà, il veut bien faire en fait ce petit compagnon de route, il veut nous protéger. Donc apprenez à bien communiquer avec lui, essayez de vous Mhm. comprendre mutuellement et ça peut être vraiment un super allié. Donc Oui. ça, c'est vraiment voilà la chose que je veux que vous reteniez. Voilà, et de le voir vraiment comme s'il est là, c'est qu'il a un message à transmettre. Donc comme on en Mhm. parlait avec les émotions, Oui. c'est qu'il vient nous transmettre quelque chose. Donc il faut Mhm. vraiment trouver ce bon équilibre entre l'écouter, écouter ce qu'il veut nous dire et passer à l'action sainement. Parce que Oui. quand je parle de passer à l'action sainement, c'est qu'on va passer à l'action et ça va nous donner de l'énergie en fait. Et Mhm. non pas l'inverse. Ça va pas nous épuiser, mais ça va nous motiver. Donc Oui. vraiment, voilà, finalement, c'est se reconnecter aussi au corps, hein. Donc là, on Oui. rejoint Swed, j'imagine, la sophrologie. Donc revenir Oui. au corps, au ressenti, à En effet. l'intuition, et voilà, et ce qui nous motive et ce qui nous donne de l'énergie. Et voilà, et y aller et se lancer. Mhm. Je pense que c'est un très bon conseil pour repartir de cet épisode et puis commencer à apprivoiser quelque part aussi ce syndrome. Mm. Hum, c'est ça, tout à fait. Super. Et ben merci beaucoup Hélène pour tous ces partages. Merci à toi, Swan. Et puis je te dis à tout bientôt. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce qu'on a partagé avec vous a été utile pour un pas de plus vers soi. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous invite à vous abonner et à laisser un commentaire. Votre feedback est super important pour moi. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode de Un pas vers soi.